Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace épisode 12, le podcast sur la Formule 1 100% aérodynamique. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 12e épisode déjà. Merci beaucoup de votre fidélité et de vos écoutes toujours nombreuses. On a d'ailleurs atteint un petit pic cette semaine, donc voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'écouter Monoplace. Vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast, encore sur la plateforme Ocha, Amazon Music, TuneIn. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Il n'y a pas d'image, hein, ce ne sont pas des vidéos, c'est juste le son que je retransmets sur YouTube parce que je sais que certaines et certains écoutent les podcasts de cette manière. Donc voilà, au cas où, vous avez aussi les podcasts sur YouTube. Si vous souhaitez avoir tous les liens, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, où je vous invite à vous abonner, à partager le compte, et puis en même temps, dans la bio, vous retrouverez donc tous les liens vers les différentes plateformes, le Facebook, le futur site internet également, qui est en train d'être finalisé et qui sera disponible la semaine prochaine. Donc ce sera un site internet où tous les podcasts depuis le début seront bien sûr disponibles. Et puis de temps en temps, je ferai également des articles hors podcast du coup. Donc le site internet doit ouvrir normalement mercredi de la semaine prochaine. C'est très important aussi pour développer le podcast et évidemment pour qu'il puisse faire parler et qu'il puisse être également un petit peu plus suivi et qu'il y ait un petit peu plus d'audience, etc. Et si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à donner une note, à commenter également, puisque c'est comme ça que Monoplace pourra évidemment se développer davantage. Et puis en même temps, n'hésitez pas aussi à suivre le compte Instagram. Je vous avais fait part dans le dernier épisode de petits soucis de flux sur Apple et sur Deezer. Voilà, c'est résolu en partie. Tous les épisodes sont dispo. Le nouveau flux est nickel, mais il reste encore l'ancien. Voilà, mais bon, c'est en train de se résoudre. Et puis si vous souhaitez m'envoyer un message, partager vos expériences, vos avis, vos idées, n'hésitez pas. Je répondrai évidemment avec plaisir. En bref, écoutez, partagez, commentez. Et merci encore une fois pour vos messages et vos écoutes. Avant de débuter cet épisode, je voudrais faire un clin d'œil et dire un grand bravo à Théo Pourchère, vainqueur de la course à Monaco en F2 à seulement 17 ans. Il devient donc le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2, une véritable performance qu'il fallait évoquer. Il a dit: c'est un rêve de gagner ici presque à la maison. Pour les victoires, je suis si heureux. Je ne pense pas trop au futur, je reste concentré sur la F2. On va essayer de gagner le championnat. Cocorico encore, et puis encore bravo Théo, parce que c'est une sacrée performance à seulement 17 ans. Allez, parlons peu, parlons bien, et parlons de ce week-end de Grand Prix de Monaco, un événement majeur dans la saison. Ce Grand Prix n'était pas présent au calendrier l'année dernière pour cause de Covid, et il a finalement bien eu lieu cette année, et pour notre plus grand plaisir. C'était la 66e édition de ce Grand Prix qui existe depuis 1950. C'est un circuit mythique qui mesure 3 km 337, qui comporte 78 tours, ce qui fait en tout 260 km de course au total. Le dernier vainqueur en 2019 était Lewis Hamilton, qui avait remporté la course devant Vettel et Bottas. Et c'est ici qu'un épisode mythique de la Formule 1 a marqué l'histoire, cette fameuse année 92 où Mansell et Senna se sont livrés à une bataille incroyable jusqu'au bout, où le Britannique fut resté collé au basque du Brésilien, qui avait quand même fini par remporter la victoire. Je vous invite à regarder cette vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube très facilement. C'est assez incroyable à vivre et même à revivre encore aujourd'hui, parce que c'est une véritable performance et assez incroyable à regarder. On va tout de suite passer effectivement sur le circuit de Monaco. Je vais juste évoquer un petit peu ce que pensent les pilotes, en particulier un pilote, notamment Russell, parce qu'on sait que c'est un circuit que les pilotes considèrent comme majeur et qui est une expérience incroyable à vivre, qui ne ressemble à aucun autre circuit, bien évidemment. C'est un circuit urbain déjà, c'est un circuit qui est très 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 exigeant, et les pilotes
pilotes l'apprécient, le redoutent aussi, hein, parce qu'on sait que un petit écart de trajectoire, tout de suite c'est le drame. Russell dit: c'est une expérience unique, on a l'impression d'être dans un film. Durant la parade des pilotes en 2019 dans la montée du casino, je me souviens avoir embrassé le paysage du regard avec le port et ses bateaux en contrebas et les tribunes noires de monde. Le circuit est incroyable, le plus exaltant de la saison. Il faut être concentré à 100%, même les lignes droites sont incurvées. La moindre petite erreur et c'est fini. À côté, il y a tout un environnement médiatique avec un défilé de mode. On carbure à l'adrénaline et on ne se rend pas compte de l'énergie que ça pompe avant le lundi matin. Et d'ailleurs, ça a été dit, notamment pendant le Grand Prix sur Canal+, c'est un Grand Prix qui est éreintant, qui est très 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 fatigant. C'est certainement le Grand Prix le plus fatigant de la saison, parce qu'il y a aussi tous les à côté, et puis forcément, ce Grand Prix nécessite certainement une plus grosse concentration encore que tous les autres, parce qu'il n'y a absolument pas le droit à l'erreur, parce qu'on sait, si on cogne, on cogne, et puis on a évidemment beaucoup plus de chances de détruire sa voiture. Donc comme je disais, en 2019, Hamilton avait remporté la victoire. Les meilleurs résultats par pilote sur ce circuit, Hamilton l'a remporté en 2008, en 2016, en 2019. Ricardo, lui, en 2018. Vettel en 2011, en 2017. Alonso 2006 et 2007 et Raikkonen en 2005. Donc voilà les pilotes qui ont gagné le Grand Prix de Monaco avant la course, bien évidemment. Après, on a eu Mazepin, Schumacher, Latifi, Tsunoda notamment ne l'ont pas fait, donc du coup ils n'ont pas de meilleurs résultats. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur les performances de ces différents pilotes. On va passer aux essais libres. Les essais libres ont eu lieu le jeudi et exceptionnellement pas le vendredi, parce qu'il y avait une course, je crois, le vendredi, une course de la Porsche Cup, je crois, pour se poursuivre samedi, les qualifs comme d'hab le samedi et la course le dimanche. Donc, je vais être franc, je vais passer vite fait sur les essais libres, parce que il n'y a pas eu grand chose à dire finalement, juste faire un petit bref compte rendu par session. Sur la première séance, on a vu notamment le gros souci de Leclerc avec sa boîte de vitesse HS, un coup dur encore une fois pour le monégasque, et où la malchance continuait pour lui. On a aussi vu Alonso taper dans le dernier virage, qui a tout de même pu rentrer au stand. Perez finira avec le meilleur temps devant Sainz en 1,12 et 487 centièmes. Sainz deuxième donc, Verstappen troisième, Gasly quatrième, Hamilton cinquième, Bottas, Norris, Vettel, belle perf pour l'Allemand, ça fait plaisir. Tsunoda 9e, Raikkonen 10e, les Alpines dans les choux avec Alonso 13e et Ocon 16e. Ça ne s'arrange pas pour les Alpines. Ricardo encore une fois dans le dur, l'Australien qui termine 15e. Et pour une fois, Mazepin, il s'en est beaucoup mieux sorti que son collègue Schumacher, qui, Mazepin a terminé 17e. Sur la deuxième séance, Leclerc a pu repartir au volant de sa Ferrari après avoir changé sa boîte de vitesse. Le monégasque n'a pas eu de pénalité pour ce changement de dernière minute. L'événement de cette séance a été le drapeau rouge après que Mick Schumacher ait tapé à Massenet avec sa voiture. Tsunoda a par ailleurs tapé également lors de cette séance, mais à la piscine cette fois. Au final, Leclerc se rattrape très bien puisqu'il finit premier devant son collègue Sainz qui est deuxième. Hamilton avait fini troisième, Max Verstappen quatrième, Bottas cinquième, sixième Norris, septième Gasly, huitième Perez, neuvième Giovinazzi et dixième Vettel dans le top 10. L'allemand, donc plutôt pas mal. Et à la fin, on retrouve Mazepin 18e, Schumacher 19e et Tsunoda 20e, contre-performance du japonais. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, parce que ça ne s'arrange pas vraiment pour lui. La troisième séance d'essai libre a été certainement la plus intense en événement, déjà parce que Leclerc a encore très bien performé. Verstappen et Sainz, même chose, et on a vu une très belle bataille à 3 pendant toute la séance. Les deux événements majeurs ont été Latifi qui s'est craché dans le mur du virage 16 et qui a provoqué un drapeau rouge. Il a touché le rail et s'est craché en sortie de virage. Il n'a rien pu faire pour éviter l'accident. Et l'autre gros événement a été le très gros crash de Schumacher au casino. Alors même si le pilote fut indemne, la voiture a été extrêmement bien abîmée, si bien qu'il n'a pas pu participer à la séance de qualification de l'après-midi. Gunther Steiner, d'ailleurs, avant le Grand Prix, avait dit à ses pilotes, s'il vous plaît, n'abîmez pas votre voiture parce que sinon ça serait catastrophique. Et ça l'a été, évidemment, pour Schumacher, qui lui s'est craché, tandis que Mazepin, pas du tout. Voilà, donc c'est plutôt bien pour le pilote russe. Au final de cette séance d'essai libre, Verstappen premier,
Sainz deuxième, Leclerc troisième, belle perf des Ferrari, hein, des deux Ferrari. Bottas quatrième, cinquième Perez, sixième Norris, septième Hamilton, Raikkonen huitième, Gasly neuvième et Vettel dixième, pareil que l'essai libre 2. Passons maintenant aux qualifications. Alors, il n'y a pas eu grand chose à dire sur ces séances de qualification. La Q1 fut relativement calme hein, avec les éliminés suivants, puisque Tsunoda 16e, 17e Alonso, 18e Latifi, Mazepin 19e et 20e Schumacher. Voilà donc les éliminés en Q1. En Q2, ce fut exactement la même chose, pas grand chose à dire, mis à part les éliminés, c'est-à-dire Ocon 11e, 12e Ricciardo, qui était très mécontent de sa performance. Encore une fois, l'Australien qui a du mal. Alors, on le sait, hein, Monaco, c'est un circuit bien particulier, mais pour le coup, c'est un circuit quand même qu'il connaît bien, il l'a déjà remporté. Et malheureusement, ça s'arrange pas vraiment pour l'Australien. Donc voilà, 12e éliminé en Q2. Stroll 13e, Raikkonen 14e et Russell 15e. Voilà, donc là, ce qu'il fallait retenir, c'est effectivement la contre-performance de Daniel Ricciardo qui était encore une fois très en colère et très déçu. Ocon a pu quand même terminer 11e. Voilà, bon, c'est une petite consolation. En Q3, la bataille à 10 a pris fin un peu plus tôt parce que Leclerc menait très bien la barque devant Verstappen, Bottas et Sainz, mais il a eu un contact à l'intérieur du virage 15 et il a été tapé dans le mur en sortie de chicane. Drapeau rouge, et vu le peu de temps qu'il restait, la Q3 fut interrompue. Leclerc a finalement pu prendre la pole, une première depuis le Grand Prix du Mexique en 2019 pour lui et Ferrari, donc ça a été une bonne chose. Alors, tout de suite après ça, il y a eu une espèce de début de polémique un peu débile que j'ai pu voir notamment sur les réseaux sociaux, sur la toile. Il y a des gens qui ont avancé le fait qu'il avait fait exprès pour conserver la pole, et donc il avait fait exprès de se cracher. Alors, déjà, il faut arrêter de raconter des conneries, désolé de le dire comme ça, mais si on pense un seul instant qu'il a pu faire exprès, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Déjà, il n'y a qu'à voir les images, on voit pertinemment qu'il perd le contrôle de sa caisse, après avoir tapé l'intérieur du virage 15. Ensuite, peut-on penser réellement qu'un mec comme Leclerc puisse faire ça? Quel intérêt? Son écurie n'aurait pas approuvé une telle chose, lui non plus. Il est chez lui, il a envie de faire bonne figure. C'est un mec intelligent, il est monégasque, il a envie de remporter cette course. Hein, c'est un rêve de gosse, il l'a déjà dit plusieurs fois. Alors s'il vous plaît les gens, arrêtez de raconter n'importe quoi pour faire du tweet ou je sais pas quoi. Parce que franchement c'est malvenu, donc non, il l'a pas fait exprès. Je pense qu'il voulait terminer cette séance de qualif, bien évidemment, ne pas abîmer sa boîte de vitesse. Enfin, sa boîte de vitesse d'ailleurs a été mieux, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais il avait aucune envie de terminer comme ça, surtout qu'il y en a derrière là qui étaient vraiment pas contents, je vais y reviendrai après, mais bon. On a cru un moment, du coup, que la boîte de vitesse allait être endommagée pour Leclerc et lui faire perdre des places sur la grille, si Ferrari devait la changer ou pas. Finalement, plus peur que de mal, Leclerc a bien pu prendre la pole définitivement après des vérifications poussées. Il aura fallu attendre tout de même dimanche matin pour avoir la confirmation que tout allait bien de ce côté-là. Vous allez voir que les choses vont se gâter après, malheureusement, pour lui. Alors, au final, le classement des qualifications et donc la grille de départ fut Leclerc premier, donc ça, voilà, c'est une bonne chose. Verstappen deuxième, Bottas troisième, Sainz quatrième, Norris 5e, 6e Gasly, bonne perf du français et d'AlphaTauri, 7e Lewis Hamilton, et oui, 7e pour Hamilton, 8e Vettel, 9e Perez, 10e Giovinazzi, 11e Ocon, Ricciardo 12e, 13e Stroll, 14e Raikkonen, 15e Russell, 16e Tsunoda, 17e Alonso, 18e Latifi, 19e Mazepin et Schumacher dernier, puisque, on le rappelle, il a dû abandonner et donc ne pas participer à ces qualifications. La bonne perf de Pierre Gasly qui, du coup, partira 6e le lendemain et qui dira « Je suis extrêmement satisfait de mes qualifs. Je pense que nous avons fait de notre mieux avec les voitures que nous avions alors que d'autres n'ont pas maximisé leur tour et se qualifier là où nous en sommes aujourd'hui est définitivement un exploit énorme. » Il a évidemment raison, le français, c'est une très très belle performance. Pour Lewis Hamilton, ce n'est pas le même son de cloche par l'anglais, qui n'a terminé que 7e. Les choses ne s'arrangeront pas non plus pour la suite. La voiture
Il dit, c'est lui qui le dit, hein. La voiture se comportait bien jeudi pour les essais libres, mais nous avons fait quelques changements et elle était terrible aujourd'hui. Nous devons donc retourner faire nos devoirs. De mon point de vue, il y a juste un manque d'adhérence, ce qui vous pousse ensuite à essayer d'en faire plus pour en tirer davantage, mais c'est sans fin, cela ne s'améliore pas. Donc dans l'ensemble, c'était une journée difficile. De toute évidence, Valtteri a réussi à sortir quelque chose de la voiture. Mais de mon côté, j'ai clairement rencontré des problèmes. Il est quasiment impossible de dépasser ici et tout le monde roule à la même vitesse. Le samedi est vraiment le jour qui compte. Le minimum serait de terminer 7e et nous verrons bien si nous arrivons à remonter. J'espère qu'il va pleuvoir. Je ne pense pas qu'il va pleuvoir, mais ça serait bien si c'était le cas. J'avais de bon espoir jeudi. Je pensais pouvoir me battre pour les 3 premières places, mais les réglages nous avons fait nous ont conduit dans la mauvaise direction. Mais c'est comme ça. Vous vivez et vous apprenez. Voilà, donc quand même de la frustration de la part de l'anglais, ça se sent et ça s'entend clairement. Sainz, le coéquipier de Leclerc, lui, eh ben, il n'était pas content, il fut frustré évidemment de sa P4, hein, parce que il sait pertinemment qu'il est pratiquement impossible de dépasser sur circuit, et donc de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, il dit, est une journée très frustrante pour moi, j'ai bien conduit tout le week-end et j'ai été très fort en qualification. Je me sentais en confiance avec la voiture et j'avais un rythme très soutenu. Malheureusement, ma dernière tentative a été un peu compromise avec le trafic pendant le tour de préparation et ensuite, je n'ai pas eu la chance de terminer le tour lancé à cause du drapeau rouge. C'était ma première chance d'être en policier à Monaco et s'aligner en P4 est vraiment frustrant. Je ne suis pas heureux. Demain, ça sera difficile de dépasser, mais je ferai de mon mieux et j'essaierai de maximiser nos chances. Je remercie l'équipe de nous avoir donné une voiture solide pour nous battre là-haut aujourd'hui. Même son cloche pour Verstappen, hein, qu'on a vu et surtout entendu très énervé à la fin de la Q3 dans sa voiture. Il n'était pas content, le néerlandais. J'étais confiant de pouvoir faire la pole dans le dernier tour. Je pense que je pouvais améliorer de 3 dixièmes. Dommage de ne pas pouvoir terminer ce tour, ça aurait été différent. Pour ces qualifications, en dehors de la performance de Leclerc, on doit noter la très bonne P8 pour Vettel, qui avait le sourire et qui a regagné des couleurs. Moi, je suis très content pour lui. Je pense que je ne suis pas le seul. C'était d'ailleurs sa meilleure place sur la grille depuis 2020 et le Grand Prix de Hongrie. Donc, autant vous dire que l'Allemand, il était forcément content et on le comprend très très bien. Allez, parlons maintenant de la course. Et évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein. C'est une course qu'on attend tous, hein, quand on est fan de Formule 1, bien évidemment. Alors, déjà, il s'est passé quelque chose d'assez effroyable, et notamment pour Leclerc. On s'attendait à avoir le Monégasque partir premier, et puis la malédiction a continué pour lui. La voiture a subi de lourds soucis techniques pendant le tour de formation, et malgré tout le travail des mécaniciens avant le départ, eh ben, Leclerc a dû regagner le garage. La sanction est tombée, il n'a pas pu prendre part à la course. Il s'agissait en fait d'un problème de transmission à gauche. Il dira, c'est pas facile, c'est un problème à l'arrière gauche, pas la boîte. Je voudrais remercier les mécaniciens, ils ont fait un travail de fou. L'erreur, c'est moi qui l'ai faite et je suis sûr qu'il y a un lien. Il n'aura jamais connu le drapeau à damier chez lui, y compris en F2. C'est une véritable désillusion pour lui. Il est monégasque. Il a vécu avec le Grand Prix tout petit, hein, il en a parlé à plusieurs reprises. Et là, encore une fois, de voir ça pour lui, franchement, je pense que tout le monde avait les boules. Bien évidemment, lui le premier et Ferrari ensuite. C'est donc Verstappen qui a pris la pole. Et oui, en l'absence de Leclerc. Au départ, on a vécu un duel entre le néerlandais et Bottas, mais Verstappen a bien pu fermer la marche pour conserver la tête. Alors évidemment, à Monaco, quand rien ne se passe, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que s'il n'y a pas d'événement, de soucis, de casse ou quoi que ce soit, lors de la grille que vous avez, en général, vous avez de fortes chances pour que ça soit la même à la fin du Grand Prix. Au tour 13, il y a eu un premier drapeau noir et blanc pour Mazepin, après avoir été averti à 3 reprises pour non-respect des limites de piste. Norris aura lui la même chose au tour 20 dans le virage 10. Au tour 22, Bottas commençait à s'inquiéter de ses pneus, et en particulier de l'avant-gauche. Il confirmera encore la chose au tour 26. Hamilton, lui, s'arrête au tour 30 au stand. Il sera le premier à ressortir en gomme dure en un peu plus de 2 secondes. Donc une stratégie plutôt assez étonnante de la part de Mercedes. Bottas suivra au tour 31, mais là c'est la péripétie, c'est la grosse
la grosse tuile. Rien ne se passe comme prévu. L'arrêt fut long, très long, trop long. Les mécaniciens n'ont pas pu détacher la roue avant droite. L'abandon s'est confirmé par la suite. Grosse désillusion pour lui également. Quand vous voyez les mécaniciens, je vous invite à regarder la vidéo, qui galèrent pour essayer de retirer la roue. Je peux vous dire que le petit Bottas dans sa voiture, il a dû être en feu. Et je pense qu'ils ont eu, les mécanos également, de la sueur à gogo. Donc Bottas a dû abandonner. Donc c'est le deuxième abandon après Leclerc sur ce Grand Prix. Juste avant, AlphaTauri et Gasly ont couvert la stratégie d'Hamilton et ils ont réussi à ressortir avant lui à la 6e place devant l'Anglais. Autant vous dire qu'Hamilton était fou de rage et il a fulminé sur plusieurs tours d'être à cette place. La stratégie Mercedes cette fois n'a pas été la bonne. Hamilton apprendra plusieurs tours plus tard que Perez ressortira devant lui. Et là, franchement, on a entendu plusieurs fois à la radio, il était, mais alors, vénère de chez vénère, il était vraiment pas content. Au tour 37, le top 10 c'était donc celui-ci, Verstappen premier, Sainz deuxième, Norris troisième, quatrième Perez, cinquième Vettel, et oui Vettel bravo, sixième Gasly, septième Hamilton, huitième Stroll, neuvième Raikkonen et dixième Ocon. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. En tout cas, jusqu'au tour 37. Alors après, bon, il s'est pas passé grand-chose. On a quand même vu Norris passer un tour à Ricciardo. Norris, lui, roulait 3e, Ricciardo 12e. Franchement, il a dû encore une fois être très triste, l'Australien, parce que c'est vraiment un week-end à oublier pour lui, de se faire dépasser en plus par son coéquipier, qui lui a pris un tour, drapeau bleu, franchement, pour lui, c'est encore une fois un week-end à oublier. Norris plus tard dira « Je souffre, la voiture est horrible avec ses pneus durs ». Lui non plus n'était pas réellement content. Stroll, un petit peu plus tard, au tour 64, a été sous enquête de la direction de course pour avoir mordu la ligne blanche jaune à Monaco à la sortie de la voie des stands. Perez est revenu à 1 seconde de Norris après par la suite. Tsunoda, lui, a fait son premier arrêt au stand après 65 tours en gomme dure. On le sait, à Monaco, on fait en général seulement un arrêt au stand. Un petit peu plus tard, Hamilton, lui, a fait un arrêt aussi au tour 68. Pourquoi ? Du coup, il est ressorti à la 7e position devant Stroll. Et en fait, l'Anglais, le but, c'était d'aller chercher le point du meilleur tour en gomme tendre, parce qu'il savait pertinemment que s'il fallait gratter un peu de points, c'était bien là. Et c'est la seule grosse performance qu'il a réussi, parce que effectivement, au tour 70, il a eu le meilleur tour en course pour lui. Après, par la suite, à 5 tours de la fin, le top 10 était celui-ci. Verstappen premier, Sainz deuxième, Norris troisième. Ensuite suivi Perez, Vettel, Gasly, Hamilton, Stroll, Ocon et Giovinazzi. On a eu le dernier tour en course qui a confirmé tout ceci. Et donc, au final, Verstappen remporte cette course. C'est sa première victoire à Monaco, une sacrée performance parce que la stratégie de Red Bull a été très très bonne. Et donc voici le classement final de cette course à Monaco. Premier Verstappen, deuxième Sainz, troisième Norris, quatrième Perez, cinquième Vettel, sixième Gasly, septième Hamilton, 8e Stroll, 9e Ocon, 10e Giovinazzi, 11e Raikkonen, 12e Ricciardo, 13e Alonso, 14e Russell, 15e Latifi, 16e Tsunoda, 17e Mazepin, 18e Schumacher et donc Bottas et Leclerc éliminés parce qu'ils ont dû donc abandonner. Voilà. Et donc, forcément, Verstappen gagne cette course. Très belle stratégie de Red Bull, comme je le disais. Et donc, pour lui, l'avantage, c'est ça lui permet de prendre la tête sur Lewis Hamilton au classement des pilotes avec 4 points d'avance. Lui qui a terminé 7e, Hamilton. Donc,
Franchement, du côté de chez Red Bull, là, je pense qu'ils vont sabrer le champagne comme il faut, fêter ça comme il faut. Ça a été une très bonne course pour eux. Et pour Verstappen qui, du coup, prend la tête du classement des pilotes. Allez, je vais maintenant passer au top et au flop de cette course en ce qui me concerne. Hein, c'est tout à fait subjectif. Mes tops pour cette course, je vais mettre Verstappen, évidemment, en top 1 parce que la course fut très bonne pour lui. Alors, il a eu évidemment de la chance, entre guillemets, d'avoir Leclerc qui a dû abandonner avant le départ de la course. Mais la course a été quand même bien maîtrisée par Red Bull. La stratégie était bonne. Donc voilà, bravo à Verstappen et qui surtout prend quand même une belle option sur le titre de champion. C'est évidemment pas fini, hein, il reste encore beaucoup de courses, mais pour lui, honnêtement, il doit être très très content. Pour mon deuxième top, je vais mettre Vettel parce que voilà, 5e, je pense que ça va lui faire le plus grand bien à lui et à son écurie, mais surtout à lui. On sait après toutes les galères qu'il a traversées, finir 5e à Monaco en plus, qui est encore une fois un Grand Prix qui est vraiment pas évident. Voilà, j'avais envie de le mettre dans mes tops. Mon top 3, je vais mettre Gasly. Voilà, Gasly, parce que lui aussi a fait quand même une bonne course et puis terminer 6e en plus devant Hamilton, ça doit être encore mieux pour lui. Donc voilà, bravo à Pierre pour cette belle course. Au niveau des flops, je vais mettre en flop 1, je vais mettre Mercedes parce que ils ont pas fait une bonne course. Bottas avec son problème, je vais pas dire que c'est risible, mais quand même un petit peu. Encore une fois, lui il subit cette malchance. Hamilton, pareil, 7e. Alors la stratégie de Mercedes clairement était pas la bonne, mais bon voilà, c'est vraiment un week-end à oublier pour eux. On rappelle quand même que c'est encore plus une contre-performance quand on sait que Hamilton était le dernier vainqueur de Monaco en 2019. Hein. Donc là, terminer 7e, c'est déjà pas habituel de le voir à cette place-là. À Monaco, encore moins. Leclerc, pour moi, c'est mon flop 2. Alors, pour lui, parce que évidemment, on a tous été tristes pour lui, je pense, vraiment. Ça a été un coup dur. Évidemment, je pense que tout le monde voulait le voir gagnant sur cette course chez lui. Malheureusement, ça reste un flop quand même. Voilà, c'est pas pour le descendre, parce que c'est un très bon pilote, mais là, je pointe plus la malchance qu'autre chose. Et en flop 3, Ricciardo. Voilà, moi, encore une fois, j'adore ce pilote, mais on sent encore une fois qu'il est frustré, que cette voiture lui résiste. On sent qu'il est aussi de plus en plus frustré par les résultats de Norris, qui est sur le podium, et pas lui. Il a remporté cette course en 2018. Là, c'est encore une contre-performance pour l'Australien. Ça doit être très très dur à avaler et j'espère que dans les prochains Grands Prix, ça ira mieux parce que on a appris en plus que Norris avait re-signé pour plusieurs années. On ne sait pas exactement le nombre d'années. Apparemment, Ricciardo, lui aussi, a signé plusieurs années en début, lors de ses négociations, quand il était encore chez Renault. On ne sait pas exactement combien de temps, mais si ça dure trop longtemps comme ça va peut-être pas le faire vraiment très très longtemps. Donc voilà, Ricciardo dans mon flop 3. Malheureusement pour lui, parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup ce pilote. Allez, on fait un petit tour maintenant du classement général des pilotes. Max Verstappen, du coup, prend la tête avec 105 points. Très bonne opération, encore une fois. Hamilton, deuxième, 101 points. Troisième, Lando Norris, 56 points. Troisième. Encore une fois, ce pilote est extraordinaire. McLaren est une très bonne écurie. Dommage qu'il n'en profite pas plus avec Ricciardo. Valtteri Bottas, 4e avec 47 points. Perez, 5e avec 44 points. Charles Leclerc, 6e avec 40 points. Là aussi, c'est frustrant parce qu'il aurait pu gagner 25 points ce week-end. 7e, Carlos Sainz avec 38 points. Ricciardo, 8e, 24 points. 9e, Pierre Gasly, 16 points. Esteban Ocon, 10e, 12 points. Vettel, 11e, 10 points. Ça lui fait du bien.
bien l'allemand. Lance Stroll 12e avec 9 points. Alonso 13e 5 points. Yuki Tsunoda 14e 2 points. Giovinazzi 15e avec 1 point. Et après, dans l'ordre, Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher, Mazepin dans l'ordre à 0 points puisque ils ont tout simplement 0 points. Voilà, tout simplement. Au niveau du classement des constructeurs, c'est là où c'est encore plus intéressant. Puisque Red Bull est premier avec 149 points. Deuxième Mercedes avec 148 points. Ça se joue de peu. Encore une fois, le duel, je l'avais annoncé en début de saison, mais on va avoir un duel qui va être très très intéressant entre les deux pilotes et entre les deux écuries. Troisième, McLaren Mercedes, 80 points. Quatrième, Ferrari, 78 points. Cinquième, Aston Martin, 19 points. Sixième, AlphaTauri, 18 points, pardon. Septième, Alpine, 17 points. Huitième, Alfa Romeo, 1 point. Et après, on a Williams et Haas qui ferment la marche, donc 9e et 10e, avec 0 points pour les deux écuries. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette course-là? Alors, malgré les péripéties qui font que cette course a été intéressante, voire des fois assez triste pour Leclerc, notamment pour Bottas, pour Ricciardo. Les essais libres, il ne s'est pas passé grand-chose. Les qualifications, pas grand-chose non plus. La course, globalement, pas grand-chose non plus. Donc, voilà, ça a été une course moyenne, il faut quand même le dire. Après, bon, on est à Monaco, c'est un circuit qu'on avait envie de revoir. Depuis 2019, il n'y a pas eu l'année dernière. Voilà, donc c'est un Grand Prix toujours cool à regarder parce que c'est Monaco et parce que c'est un Grand Prix mythique. Mais honnêtement, bon, la course, voilà, ça n'a pas été terrible de chez terrible. Bravo évidemment à Verstappen parce qu'encore une fois, il a très bien géré avec son écurie. Donc c'est ça qui a fait que, ensuite, les péripéties, Leclerc qui a dû abandonner, Bottas également, donc voilà, il y a eu quelques petits trucs comme ça. Le fait également que Hamilton ait tapé une crise aussi pendant plusieurs tours, là aussi ça a été un événement. Bon voilà, globalement, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Je pense pas que ça sera un Grand Prix qui restera dans les annales, peut-être plus évidemment pour Red Bull, mais bon voilà, globalement moi j'ai pas été spécialement séduit par ce Grand Prix, mais bon, encore une fois, on était content de retrouver le tracé de Monaco, parce que c'est Monaco, parce que c'est mythique, parce qu'il faisait beau, parce qu'on a vu les yachts, parce que voilà, c'est aussi un Grand Prix qui a tout son intérêt dans ce sens-là, c'est un Grand Prix urbain, et voilà, moi personnellement j'aime les Grands Prix comme ça, mais bon voilà, globalement la course a pas été quand même très très folle, voilà, il faut quand même le dire. En général, comme je disais, l'ordre de la grille que vous avez, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de couilles, entre guillemets, c'est comme ça que ça se termine. Bon là, cette fois, ça a été un petit peu différent, notamment avec l'abandon de Bottas, avec l'abandon de Leclerc. Voilà, bon, il s'est passé quand même des petites choses, mais bon, globalement, je pense qu'on est à peu près unanime pour dire qu'on s'est pas spécialement bien régalé. Mais bon, ça faisait quand même plaisir, encore une fois, de revoir ce Grand Prix à Monaco. Voilà, c'est la fin de Monoplace. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 12e épisode. On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Je ne sais pas quel sera le thème encore, mais on a jusqu'au 6 juin pour avoir un nouvel épisode, puisque le 6 juin, ça sera le Grand Prix de Bakou. Moi, personnellement, c'est un Grand Prix que j'aime beaucoup, le tracé, j'aime beaucoup ce tracé. Voilà, c'est un tracé qui fait un petit peu plus de 6 km, et donc on aura le droit de le voir à partir du 6 juin. Alors, il y aura les essais libres le vendredi à 11h30 jusqu'à 12h30, les essais libres 2 à 15h jusqu'à 16h, le samedi, les essais libres 3 de 12h à 13h et les qualifications de 15h à 16h le samedi, et le départ de la course sera donné à 14h. Voilà, donc évidemment, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. On se retrouvera avant pour un nouvel épisode de Monoplace. Je vous le rappelle, mais c'est toujours important de le rappeler, Monoplace est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google, Encore, Ocha, Amazon Music, TuneIn et bien d'autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Et si vous souhaitez,
avoir tous les liens, vous pouvez vous abonner au compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, et de vous abonner par la même occasion. Ça m'aidera beaucoup pour le podcast aussi. Petite piqûre de rappel, encore une fois c'est important, si vous êtes sur Apple ou sur n'importe quelle autre plateforme qui permet de noter et de commenter, donnez une note et commentez à ce podcast. C'est hyper important pour développer le podcast davantage, encore une fois. Merci beaucoup pour votre fidélité. Parlez-en autour de vous, commentez, likez, partagez. Bref, Monoplace a besoin de vous et ce sont vous, les auditrices et les auditeurs, qui font vivre ce podcast. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine par avance, un bon jour férié pour celles et ceux qui le sauront demain. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Monoplace, le 13e épisode prochainement. Salut à toutes et à tous.